Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo que j'attends avec impatience chaque année, c'est le Pumpkin Autumn Challenge. Guimauve a enfin sorti sa vidéo de présentation. Et donc, sans plus attendre, vous vous doutez bien qu'il s'agira d'une vidéo pâle du Pumpkin Autumn Challenge. Pour ceux qui ne savent pas, je pense que le challenge se déroule du 4 septembre au 4 décembre. Pour ceux qui n'ont pas envie de lire non plus beaucoup de livres, eh bien, il y a la possibilité de remplacer les catégories par des films, des jeux vidéo, des jeux de société, un peu de tout en fait. Tant qu'on se fait plaisir, je pense que Guimauve est d'accord. Donc, je vous mettrai la vidéo de Guimauve en barre d'infos. Et sans plus attendre, commençons. Alors, la première catégorie, il s'agit d'automne frissonnant, avec la première catégorie qui est Ghost Hunt. Et là, il fallait trouver un livre qui correspond à... Donc, je prends ma petite feuille. Exorcisme, chasseur de fantômes, possession, enquête. Et là, j'ai choisi le tome 4 de Magique de Angie Sage aux éditions Albin Michel dans leur collection Wiz. Alors j'en profite pour finir mes sagas, enfin continuer, parce qu'ici il y a quand même 7 tomes et c'est quand même une saga qui est un peu vieille, donc je pense même pas que j'ai encore les 7 tomes déjà, je pense que j'ai 4, 5, peut-être 6, mais je pense même pas je pense même pas avoir le 7e, enfin bref, peu importe. Donc il y a des fantômes dans Magique, donc ça c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Exorcisme, pas tellement, même si je pense que dans le tome 3, à la fin, il y a une sorte d'exorcisme d'un fantôme malfaisant. Et du coup, c'est possible là-dedans. Il y a des enquêtes, pas vraiment des enquêtes au sens propre policier. C'est vraiment solutionner un problème ici. Donc voilà, pas une enquête au sens propre du terme, plutôt solutionner. Mais voilà, je pense que Magique, en plus, c'est un roman jeunesse, donc vraiment écrit assez gros, avec des petites illustrations à l'intérieur. Ce qui est chouette dans Magique, c'est que c'est une lecture hyper doudou, hyper fluide, même s'il y a des choses assez tristes qui se passent, eh bien, on va quand même essayer de voir le bon côté des choses, et vraiment le plus, c'est qu'à la fin du livre, on a un peu l'après de tous les personnages secondaires, voire tertiaires, qu'on va trouver au fur et à mesure du roman, et voir un petit peu ce qui s'est passé après la rencontre avec les personnages principaux. Et ça, je trouve ça hyper original, hyper chouette, et ça permet aussi de se payer une bonne tranche de rire, parce que généralement, c'est assez fun. Voilà. La deuxième sous-catégorie, c'est le portrait du mal. Et là, il fallait trouver une couverture avec un visage sinistre. Et là, j'ai pris le tome 2 de Que la mort soit douce de Laetitia Danaé. Voilà, c'est pas non plus le visage le plus sinistre du monde, hein. Il est beau, je trouve, vraiment très bien fait. Mais il s'agit d'une Santa Muerte, donc c'est celles qui vont chercher les morts, enfin, qui vont faire mourir les gens, qui vont faire le passage de la vie à la mort, si vous voyez ce que je veux dire, la faucheuse en vrai. Et rien de plus sinistre que le visage de la faucheuse, à mon humble avis. Donc voilà, j'ai trop hâte. En plus, c'est une Laetitia Danaé, fait beaucoup de duologie, et ici, ce sera une duologie, donc on finit une saga. Et j'avais beaucoup aimé le tome 1, même si j'avais trouvé que l'intrigue, la vraie intrigue, ce qui va vraiment faire en sorte que le tome 2 est là, c'est déroulé vraiment aux 3/4 du premier roman, et j'avais été un peu déroutée, même si j'avais bien aimé, hein, faut pas découvrir le monde des Santa Muerte était hyper chouette, et la fin du tome 1 finit quand même sur un maudit cliffhanger, et il est temps que je lise ce tome 2, parce que les souvenirs que j'ai du tome 1 sont en train de tout doucement s'effilocher. Je vais voir d'ailleurs pour essayer de trouver un résumé spoilant, parce que sinon je vais passer à côté, je crois. Donc allons-y. La dernière sous-catégorie donc de automne frissonnant, c'est des Sakuma Drop au milieu des lucioles. Donc la référence au tombeau des lucioles que je n'ai pas vu, je vais le voir, il faut que je le voie, je sais. Et là, il s'agit de historique, drame, biographie, mémoire, frères et sœurs. Et là, j'ai choisi le livre que je vais lire pour le book club avec mes potes. Donc, il s'agit d'un livre
Attendez, d'un livre qu'on n'aurait pas cru lire il y a 6 ans. Je pense que c'est ça. Et donc ici, c'est La prisonnière de Malte de David Ball. Je pense qu'avec de L, c'est Ball. Bref, voilà. Chez France Loisirs, donc... si je me souviens bien, il s'agit d'un frère et d'une sœur qui vivent à Malte et pendant les années... Ouais, en 1552, ils sont très proches, sauf que les Turcs vont arriver envahir Malte. Et donc, déjà, l'ambiance drame, l'ambiance historique, on est bon. Frères et sœurs, on est bon aussi. Et les Turcs vont enlever, du coup, le frère de Maria et vont l'emmener simplement. Et Maria va ne plus avoir de nouvelles de son frère. Elle va continuer à vivre sa vie. Donc, je me suis dit, ça pourrait être aussi un petit peu biographique parce que, enfin, c'est pas biographique parce que c'est pas David Ball qui vit cette vie-là, mais dans le style qu'on va suivre la vie de Maria, en fait, et on va voir plus tard, en fait, Maria va être mariée à un militaire, je crois. Oui, les chevaliers de l'ordre de Malte. Une sorte de défenseur de Malte. Et les Turcs vont revenir avec Nico. Et voilà, elle va être déchirée un petit peu entre l'homme de son amour et son frère adoré. Et voilà, et donc mémoire un petit peu aussi pour Malte et son invasion turque. Je trouve que c'est quelque chose dont on n'entend jamais parler, jamais. Je pense que quand j'étais en histoire, en rénové. Je pense que j'ai entendu parler de ça parce que ça ne m'est pas totalement inconnu et on en avait un tout petit peu discuté, mais ça fait partie franchement des guerres invisibles. Donc, dont on n'entend jamais parler, à part les croisades, etc., etc. Ici, Turc et Malte, voilà. Donc, j'ai totalement hâte de lire et ça rentrera dans le book club, donc ça fera une double raison de lire cette pavasse qui fait tout de même 985 pages. Donc, si je m'y mets, il faut que je m'y mette à fond. Alors, maintenant, on passe à la deuxième grosse catégorie qui est Automne de l'étrange. On va y arriver. Et là, c'est Les mystérieux habitants de Pottsfield. J'avoue que la plupart des références de Guimauze, je les connais pas, mais bon, pas de lynchage, s'il vous plaît. Et là, il s'agit de Automne, Halloween et Samhain. Alors, je n'ai pas de livre qui traite de l'automne, d'Halloween ni de Samhain. J'ai cherché. Maintenant, s'il traite de l'automne et tout ça, c'est pas noté dans le résumé et c'est pas facile de savoir si un livre va se dérouler en automne. Du coup, j'ai... vous voyez, hein, on a emprunté des chemins sinueux pour arriver finalement à un livre qui traite de sujets qui pourraient se dérouler à Halloween, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, j'ai pris le tome 3 de Rebecca Keane, de Cassandra O'Donnell, aux éditions France Loisirs. Et pourquoi? Eh bien parce que Rebecca Keane est tout simplement une sorcière de guerre. Donc voilà, sorcière, vous voyez un peu le lien, et puis elle a des cheveux roux, hein, donc rouge, on va dire. Est-ce qu'on peut dire que du coup ça rentre plus ou moins dans le thème? Oui. Mais en plus, ça me fait continuer une saga parce que Rebecca Keane, pour le moment, il y a 7 tomes et j'ai les 6 premiers dans ma palle, donc il serait temps de s'activer. J'ai lu le deuxième pendant le Romantasy Challenge, il me semble. J'avais bien aimé, donc autant continuer sur sa lancée. Donc ici, on suit Rebecca Keane qui fuit son clan de sorcières de guerre pour une raison tout à fait légitime, c'est qu'elle a sa fille qu'elle veut protéger. Sa fille qui n'est pas non plus très anodine. Ce n'est pas une simple humaine, ni sorcière d'ailleurs. Et pour ça, elle va aller s'exiler aux États-Unis, je pense, dans un village qu'elle se dit assez perdu. Sauf que malheureusement, pour elle, elle est tombée dans un village qui est particulièrement bien peuplé de créatures surnaturelles. Chamans, métamorphes, quoi d'autre, des sorcières également, il me semble. Des démons, enfin bref, vraiment le paquet complet. Et ça va pas être facile pour elle finalement d'essayer de passer entre les mailles du filet. Et voilà, on va peut-être lui demander 2 ou 3 petites choses. Un vampire va peut-être s'intéresser à elle d'une façon un petit peu sympathique. Un démon va se retrouver aussi accroché à elle d'une manière... voilà. Et par après, elle va devenir méga pote aussi avec des loups-garous. Et bon, on ne demande pas mieux, non?
Donc c'est beaucoup d'humour, beaucoup d'action et franchement c'est hyper chouette. Une bonne tranche de rire et de relaxation à lire ça. Voilà. La cueillette des champignons. Donc là il fallait trouver une œuvre qui relate la forêt, récolte, poison et petit peuple. Par après, je me suis dit que c'est vrai que j'aurais pu faire les carnets de l'apothicaire. D'ailleurs, il y en a beaucoup dans le groupe Facebook qui l'ont mentionné. Mais pour ma part, j'ai décidé de faire le dernier tome que j'ai en ma possession des elfes. Donc, c'est le tome 12, La Reine des Sylvains. Donc, c'est de Jari, Makoni et Eban. Pourquoi? Bah, déjà, petit peuple. J'ai été voir sur Internet pour voir si les elfes rentraient bien dans cette catégorie. Et oui, forêt, bah, les Sylvains déjà ce sont les elfes de la forêt il me semble, donc tout ce qui est attrait avec la forêt va être peut-être relaté dedans, je pense. Ouais, oui, il y a pas mal de forêts dedans. Poison, alors je sais que les Sylvains font pas trop dans le poison je crois, mais parce que vous voyez, la saga des elfes relate plusieurs races d'elfes, dont les elfes noirs qui, eux, sont des assassins et utilisent toutes sortes de techniques pour tuer quelqu'un. Donc, notamment le poison. Donc, il se pourrait que du poison soit dans ce tome-là, mais si pas, bon, voilà, hein, tant pis. Et récolte, bah ça, je sais pas trop. Mais... peut-être. Je vous dirai quoi quand je le lirai. In the Dark, a Hero Call. Donc, ce serait de la dark fantasy, ambivalence, quête, duplicité, pouvoir, obscurité, lumière, destinée, loyauté, mauvaise influence. Voilà, au niveau des, des mots-clés, il y a moyen. Hein. Je veux dire, s'il y a moyen de filouter, il y a moyen. C'est clair. Et là, mon mari a très justement dit que j'avais les tomes 7 et 8 de Hubelblatt dans ma palle de Etoroji Shiono aux éditions Kiyun dans leur collection Seinen. Et quoi de mieux que Hubelblatt en fait pour rentrer directement là-dedans. Donc, nous suivons déjà un elfe, semi-elfe je crois même, qui autrefois était un héros humain pour... c'est un peu compliqué. Qui autrefois était un héros humain qui a été tué, genre, les ténèbres, le mal, avec genre 13 ou 14 personnes. Et finalement, il n'y a que 7 personnes qui sont revenues, mais c'est parce que 7 personnes qui sont revenues en héros, et cette personne n'y était pas. Et elle va revenir en tant que méchant pour tuer tous ces 7 héros, parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les 7 héros sont devenus, en fait, ont eu peur, sont devenus des trouillards au moment d'aller vers le mal, et ont attendu simplement que les 7 autres aillent le tuer, soient revenus, et se sont dit, mince, on va peut-être pas revenir comme ça, et hop, on va les zigouiller. Voilà, et après, ils sont revenus, et tout ça, sauf que lui n'est pas vraiment mort, ou est mort et revenu. C'est un peu compliqué, et ça va être un peu sa quête. Donc voilà, on remplit littéralement... quasiment tous, je crois. Toutes les sous-catégories. Voilà. Et en plus, mettre certains graphiques, ça peut ne pas faire de mal, hein, parce que comme ça, c'est un peu plus rafraîchissant que de me dire que je lis genre 12 ou 13 bouquins. Et enfin, la dernière sous-catégorie de automne de l'étrange, c'est soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noir, âme et souhait. Voilà. Donc c'est le conte, gothique, macabre, sorcière, sauvetage, disparition. Alors là, j'ai un peu filouté aussi, et puis voilà, difficile à trouver. Et j'ai pris Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo aux éditions de Saxus. Donc c'est une réécriture du conte de la petite sirène, donc conte. Sauf qu'ici, la petite sirène est une tueuse d'hommes, enfin de princes en fait, et elle collectionne pas mal de ses cœurs, de leurs cœurs. Ça peut être un peu déjà macabre, parce que voilà, on collectionne des cœurs, c'est jamais très propre à mon avis. Voilà, hein, elle leur demande pas leur avis, je crois. Et sorcière, parce qu'après un accident ou quelque chose, après un certain événement, elle va tuer l'une de ses semblables, donc une autre sirène. Et pour la punir, sa mère, je pense. Oui, sa mère, du coup, la reine des mers, va la transformer en humaine et va devoir... vivre en tant qu'humaine aux côtés du prince. Et
bah du coup, pour moi, c'est un peu le côté sorcière, parce que bon, on ne transforme pas comme ça. Je n'ai pas le pouvoir de transformer quelqu'un, ni en grenouille, ni en quoi que ce soit. Et en tant qu'humaine, elle doit apporter le cœur du prince, et ainsi, elle pourra redevenir sirène. Sauf que tout va, à mon avis, s'en mêler, et voilà. Donc, pourquoi pas je me suis dit que ça pourrait être sympa, et bah, why not, en fait. Par contre, dans le résumé, j'étais un peu choquée, parce qu'on disait, ouais, que Lyra, en gros, c'était... la sirène la plus dangereuse de l'océan. Donc on dit en gros que c'est une grosse meurtrière, parce qu'elle a déjà collectionné 17 cœurs de prince. Et on dit que le prince, lui, il considère sa vraie demeure l'océan, et gna. Par contre, on dit chasser les sorcières à sa raison de vivre. Lui, c'est pas un meurtrier, c'est juste une raison de vivre. Voilà, j'étais un peu... vous voyez un petit peu la double face du résumé. Mais du coup, j'ai bien envie de le lire. Et je pense qu'il rentre en filoutant un petit peu dans la sous-catégorie. Voilà. Ensuite, on a comme troisième grosse catégorie, automne, douceur de vivre. Et comme première sous-catégorie, 2 citrouilles en valent mieux qu'une. Et là, j'ai pris du coup la duologie Dissonance, Résonance de Erika O'Rourke aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. D'ailleurs, c'est ce par quoi j'ai commencé. Donc, Dissonance, j'avais déjà lu le tome 1. Et là, je me rends compte, en fait, j'ai rien dit, mais il s'agit bien évidemment de lire une duologie ou d'en terminer une. Et là, je me suis dit que, comme ces 2 livres font partie de mes livres à lire pour cette année choisis par mes proches, why not les mettre dedans. J'avais déjà lu Dissonance il y a très très longtemps. Et pour lire ce tome 2, je dois relire ce tome 1 parce que je ne me souviens plus de tout. Je me souviens plus ou moins de quoi ça parle, plus ou moins comment ça finit. Mais encore une fois, comme pour que la mort soit douce, il faut que je relise ce tome 1. Sauf qu'ici, il n'y a pas de résumé spoilant, donc il faut quand même que je repasse par le petit bébé. Voilà, le pourquoi du comment. Sinon, nous suivons Odelle qui peut marcher. Comme on dit, c'est une marcheuse à travers les mondes, le multivers. En fait, ils partent du principe que lorsque le monde clé fait un choix, eh bien, il y a un autre monde qui se crée si la personne avait fait un autre choix. Et il y a des mondes qui sont plus forts que d'autres, évidemment. C'est pas comme si, genre, j'avais été chercher un sandwich au fromage et qu'il y a peut-être un autre monde qui se crée avec un sandwich au jambon. Ouais, un sandwich au jambon. Et ben, à un moment donné, ces 2 mondes-là vont peut-être se rassembler. Et voilà, c'est pas un grand impact. Par contre, il y a évidemment, comme vous vous en doutez, des choix qui sont beaucoup, beaucoup plus importants et qui amènent à un monde beaucoup plus différent que celui qu'on connaît. Et voilà, et du coup, il y a une société secrète des marcheurs qui s'appelle l'Orphéon, et c'est vraiment assez secret, c'est tellement con ce que je dis. Donc on va suivre d'elle qui est une marcheuse un peu exceptionnelle, et on va voir un petit peu que des secrets se cachent dans sa famille, les secrets se cachent dans cette société d'Orphéon. Oh, j'y arriverai, hein, les gars, allez, on va y arriver. Et à côté de ça, il y a son amour secret, toujours secret, beaucoup de choses secrètes, hein, qui est Simon Lane, qu'elle voit partout dans les mondes dans lesquels elle marche. Et pourquoi ça, je vous invite à le découvrir. Donc, je vais vous relire, et de toute façon, je vous en reparle assez vite, vous vous en doutez. Ensuite, nous avons la maison Slangster, qui est humour, livre audio, série audio, podcast. Alors, pour ça, c'est un peu compliqué. Donc, les livres audio, il n'y a pas de problème, je fais. Et pour l'instant, ça fait des mois et des mois et des mois que je suis sur le livre de Barack Obama, que j'adore. Mais bon, allez les gars, il me reste 5 heures d'écoute, on va y arriver. Donc, je finis ça. Et puis, je vais essayer de mélanger humour et livre audio avec Crazy Wild West. Je vous mets l'affiche ici, et je ne sais plus qui c'est, mais je vous mets l'auteur, ou alors si c'est affiché, bref, voilà, hein, je vous mets tout. Et je pense qu'en gros, ça mêle comédie romantique avec bande de potes, et ils vont aux États-Unis faire un road trip dans un vieux van un peu hippie. Et ça m'a l'air un peu sympathique, et je me dis pourquoi pas, une fois que j'aurai fini Barack Obama, de me lancer dedans pendant que je fais mes tâches ménagères. J'adore ça, et ça me fait toujours du bien. Voilà,
je pense que ma famille m'entendra rigoler toute seule, comme une greluche. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Ensuite, on a « Il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie ». Et là, il s'agit nourriture, enfance, famille, transmission, plaisir non coupable. Alors, pas facile de mêler tout ça. Du coup, je me suis dit que j'allais faire le Cupcake Café, le tome 2. Donc, le tome 2, ça s'appelle le Cupcake Café sous la neige. Et je pense que ça se passe à New York, tandis que le tome 1 se passait en Angleterre, je crois. Donc voilà, j'avais lu le tome 1 il y a pas longtemps. Enfin, il y a quand même 2 ou 3 ans, je crois. Bon, maintenant, j'en ai un souvenir quand même fort présent, ça va. Ce n'est pas si compliqué, hein, ça reste une comédie romantique. Et ici, c'est une comédie de Noël. Je pense que c'est ça, oui c'est ça, à l'approche des fêtes. Donc le tome 2 se passe aux fêtes. Bon, je me suis dit, si je lis ça... parce que là, c'est vrai que c'est pas trop le moment, hein. Il fait 30 degrés, il fait chaud. Je vais pas lire le Cupcake Café, je suis pas dans le mood. Mais par contre, vous voyez, vers novembre, là, le désir de Noël va commencer à s'ancrer en moi. Ok, hein, vers octobre, ça peut aussi. Et bah, je me dis, ça peut être pas mal de le caser, genre en tout dernier. Un bon petit ça. Sinon, je pense que dans le tome 1, on suivait Izzy qui faisait un boulot, voilà, pas ouf, mais pas non plus qui la déprimait, c'est pas ça du tout. Et suite à une restructuration, elle va être virée et va essayer d'ouvrir un cupcake café, va rencontrer un homme, et ça va être une histoire de pas mal d'humour, d'amour. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal, surtout que l'homme en question a un fils, il me semble. Et on pourrait entrer déjà dans nourriture, famille, peut-être transmission, pourquoi pas. Et plaisir non coupable, bah, c'est des cupcakes, les gars. Hein, donc, ça parle. En plus, je pense que dans le tome 1, il y avait pas mal. Son grand-père lui faisait beaucoup de lettres avec des recettes qu'il faisait quand il était jeune. Et il avait Alzheimer, donc les lettres s'espaçaient petit à petit au fur et à mesure de sa maladie, malheureusement. Donc oui, le côté transmission était pas mal retranscrit dans le tome 1. Maintenant, le tome 2, je sais plus. Je ne sais plus comment finit, du coup, le tome 1 au niveau de la relation grand-père-petite-fille. Donc voilà, hâte quand même de retourner là-dedans et puis de finir la duologie parce que j'ai quand même une superbe couverture. Vous voyez pas, mais en fait, tout ici, c'est en surbrillance. Et tous les flocons aussi. Donc, j'ai trop hâte. Ensuite, on a Chante-moi une chanson Sassenach. Ça, je sais, c'est Outlander. Et là, c'est Mythes et légendes, Voyage dans le temps, Dépaysement. Et là, j'ai pris Les Chevaliers des Highlands, le tome 1, 2 et 3 de Monica McCarthy. Donc, si je lis déjà le tome 1, ça sera déjà pas mal. Mais si j'aime, à mon avis, on va enchaîner. Hein. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de tant donner de résumé que ça. On va suivre des Chevaliers des Highlands et c'est un peu leur histoire d'amour, il me semble. Donc, pourquoi Mythes et légendes? Bah, en Écosse, je pense que c'est un peu la terre des légendes. Il y a beaucoup de légendes qui foisonnent dans cette contrée. Et à mon avis, en étant revenu au temps du Moyen-Âge avec les chevaliers, etc., il y a moyen de moyenner une superstition, etc. Maintenant, j'en saurai plus une fois que je le lirai. Voyage dans le temps, bon, je l'ai pris dans la façon de je me plonge dans le livre à une certaine époque, je voyage dans le temps, ne m'en voulez pas. Et dépaysement, bah, l'Écosse, c'est pas du tout la Belgique, donc, et j'adore l'Écosse. Donc je pense qu'un petit mois d'octobre avec le Chevalier des Highlands, ça me ferait trop plaisir. Vous voyez un peu, j'y ai été une fois. Et je sais pas si vous voyez les grandes montagnes avec la brume où on ne voit même pas le haut de la montagne. C'est juste magnifique. J'adore l'Écosse. Donc j'espère que Monica McCarthy a bien décrit ça parce que j'ai trop hâte. Et ensuite on passe à la dernière grosse catégorie qui est Automne rayonnant. Et là c'est We're All Born Naked and the Rest is Drag. On admire mon accent, hein. Et c'est LGBTQIA+, amour de soi, diversité et inclusivité. Alors, j'ai mis After Love de Tanya Byrne. Byrne. Je pense que Byrne, c'est bien. Et là, c'est aux éditions Oder. Voilà, c'est en anglais, hein, si jamais. Il est sorti en français il n'y a pas longtemps, justement. Et moi, je l'ai reçu dans une Fairy Loot. Donc, elle a toute la petite tranche rose.
On peut admirer que c'est LGBTQIA+, du coup c'est 2 femmes. Et de ce que je me souviens, donc c'est l'histoire, c'est qui? Ash, voilà. Donc c'est une jeune fille qui s'appelle Ash qui va mourir, je crois. Je pense que c'est ça. Je pense que Ash va mourir lors d'un accident de voiture et au nouvel an, elle va recevoir une invitation pour devenir une faucheuse. C'est ça, Grim Reaper, c'est faucheur. Et elle va avoir cette occasion de revoir du coup l'amour de sa vie, bref, qui est Poppy. Et elle ne peut pas décliner cette invitation. Et c'est l'histoire, c'est plus ou moins tout ce que je connais de cette histoire, si j'ai bien compris. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire, ça me semble trop chouette. Et encore une fois, si je lis ça vers novembre, je serai déjà dans le mood des fêtes. Et quoi de mieux pour lire que le fait que l'amour dépasse tout. Donc, on rentre bien dans le LGBTQ, on rentre dans l'amour simplement. Oui, dans la diversité, on va dire, oui. Et l'amour de soi, à mon avis, peut-être, on va voir. À mon avis, ça a l'air quand même hyper bien, hyper chouette. De toute façon, quand c'est proposé par Fairyloot, c'est généralement cool. Donc, j'ai hâte. Ensuite, on a You Cannot Eat the Money. Donc, c'est écologie, anticipation et science-fiction et post-apo. Et là, j'ai pris The Book of Ivy. Enfin, c'est le tome 2, donc c'est The Revolution of Ivy. De Amy Angel aux éditions Lumen. Je pense que, oui, ça fait pas très longtemps que j'ai lu le tome 1. Je sais pas si je vous l'ai déjà présenté. Mais j'avais beaucoup aimé ce tome 1. Juste que le petit bémol que j'avais mis, c'était... Bon, déjà, Bishop, je n'aime pas du tout comme prénom pour un homme. Je trouve ça bizarre. Mais, outre le prénom Bishop, qui n'est pas du tout... voilà, chacun, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, on va dire. Mais ici, j'avais dit que le tome 1 se finissait sur quelque chose, une certaine... voilà, ça se finit... On a envie de savoir la suite, quoi. Et je me demandais un peu comment l'autrice allait manœuvrer, en fait, pour tout finir, sa saga, avec ça. Voilà, c'est qu'une duologie, donc je me demande un peu. Je sais pas, on verra bien. Si jamais, pour le résumé, nous suivons du coup Ivy, donc nous sommes, je ne sais plus combien d'années après un problème nucléaire, il me semble. Donc on est bien dans la dans une époque post-apocalyptique. On va y arriver. Elle est la fille du descendant du fondateur du village ou de la ville qu'ils ont créée. Sauf que ce n'est plus le fondateur qui est le chef de la ville, mais une autre. Et en gros, cette Ivy va marier Bishop, qui est du coup le fils de l'actuel dirigeant. Et ce qu'on ne sait pas, enfin, ce qu'on sait, mais que personne d'autre ne sait, c'est que Ivy a été entraînée pour tuer Bishop. Et voilà, donc on va suivre un mariage, un fake mariage, si vous voulez. De son point de vue, c'est fake, c'est un faux mariage. Et Bishop, lui, va essayer tant bien que mal d'essayer de conquérir Ivy, on va dire. En tout cas, de vivre avec de la manière la plus normale possible. Et est-ce que Ivy va devenir insensible à ses charmes, etc. C'est toute l'histoire. C'est littéralement né pour trahir et faite pour tuer. Sera-t-elle à la hauteur? Donc voilà, j'avais bien aimé, ça reste quand même très rafraîchissant et c'est vraiment de la dystopie, vraiment très young adulte. Hein. On peut le voir, c'est fort espacé, ça se lit hyper vite, donc j'ai pas de tracas à me faire et ça me fera une duologie déterminée. Et enfin, le dernier, c'est Le don des Merrywick. Bienveillance, amour, aider son prochain, guide, sororité, relation, guérison. Et là, j'ai pris quelque chose de doudou, très doudou. Il s'agit du tome 4 et 5 de Emma et Capucine, de Jérôme Hamon et Lena Sayafoum. Oh, désolé si j'écorche, mais bon. Donc, c'est aux éditions d'Argo. Je kiffe Emma et Capucine. Du coup, c'est une bande dessinée de danse dans laquelle on suit deux sœurs, donc sororité déjà,
Deux sœurs qui adorent la danse classique, sauf que je pense que c'est Emma, va être recalée à un moment donné. Et pour elle, ça va être le monde qui s'écroule. Elle ne vivait que pour la danse et ça ne va plus. Donc, il y a une sorte de guérison aussi par la danse parce qu'elle va essayer de se recentrer sur autre chose. Et ça va être, c'est vraiment doudou, c'est vraiment beau. Les couvertures sont vraiment très jolies. Et ainsi que les planches de dessin. Je ne sais pas si on peut voir, mais on a envie de danser en fait. C'est tellement chou. Vraiment chou, chou. C'est vraiment le mot. Donc on fait, oui, bienveillance, amour. Et dès son prochain, eh bien, oui, non, on va dire... il y a beaucoup aussi une dimension parentale avec les parents d'Emma et Capucine qui sont là en soutien à leurs deux filles. Donc, dès son prochain, on va dire que ça match. Guide, alors, oui et non. On va dire que c'est aussi la dimension un peu parentale. Sororité d'office. Relations, alors oui, il y a beaucoup de relations dans tous les sens, les relations parents-enfants, les relations entre sœurs, relations amoureuses, bref, et les familiales, enfin, et les amis, etc. C'est vraiment très complet. Et guérison, donc je vous ai déjà expliqué. Donc pour moi, c'est vraiment tip top. Emma et Capucine, franchement, si vous aimez un peu les lectures doudou, foncez, carrément foncez, parce que quand on lit ça, on ne peut être qu'apaisé. Donc voilà. Et c'est tout en fait pour ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. C'est déjà pas mal. Hein. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré pour vous si vous faites le Pumpkin Autumn Challenge ou même si vous ne le faites pas, ça, que ça vous a inspiré pour des prochaines lectures ou achats, pourquoi pas. Si vous participez au enfin au pack, c'est le pack hein, en fait. Si vous participez au pack, n'hésitez pas à me le dire, ou alors si certaines des lectures que je vais faire ces mois-ci vous tentent, dites-le également. Mettez un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, c'est toujours chouette. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, et bah, si vous voulez revoir ma bouille, évidemment. On essaye de faire une vidéo par semaine, donc ça va être bien. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous dire bon pack si vous y participez, bonne lecture si vous lisez tout court, et bon amusement au cas où. Et bisous!